rassembler toute la gauche. Un pile et face consacré cette semaine encore aux élections régionales. On va enchaîner justement avec la campagne maintenant, c'est notre face-à-face. Nous approchons d'un grand rendez-vous électoral. Les régionales avec la nouvelle étape de notre Tour de France. Imaginons que nous dépassions le PS, que nous dépassions l'UMP. On va en parler dans quelques instants avec nos invités, puis on va en parler avec nos sentinelles citoyennes. Notre seul maître, le suffrage universel. Nous reviendrons sur les enjeux politiques dans cette région. Montrer qu'il existe une autre politique. On s'opposera à eux, on n'a aucune leçon à recevoir. Bonsoir à tous, 1h30 d'information sur Public Sénat, avec dans quelques secondes le 18h et une page spéciale Salon de l'agriculture, où sont très attendues les nouvelles annonces que doit faire Nicolas Sarkozy, mais ce sera samedi, de premières indiscrétions tout à l'heure avec Emmanuel Kessler. À 18h30, Europe Hebdo avec Katia Guilder et François Baudonnet. À 19h, Parole du Monde, le rendez-vous de l'actualité internationale de Caroline Delage. Son invité sera Abdullah Abdullah, le leader de l'opposition en Afghanistan. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce jeudi 4 mars. Voici les titres. L'hommage national aux victimes de la tempête Xynthia à la cathédrale de Luçon, en Vendée. Le glas a sonné et les sirènes retenties dans tout le département durant la cérémonie. Nicolas Sarkozy veut que cesse le déclin de l'industrie française, fixant à 25% l'augmentation de la production d'ici 2015. Il détaille un ensemble de mesures à Marignane, destinées notamment à éviter les délocalisations. Reportage dans une entreprise qui a choisi de rapatrier sa production en Picardie. François Fillon fête son 56e anniversaire au Salon de l'Agriculture en savourant sa popularité, mais en mettant une distance entre lui et la couverture du Point, qui le présente cette semaine comme le président Fillon. Commentaire à suivre de Dominique de Montvalon. De très nombreux Vendéens ont afflué aujourd'hui à la cathédrale de Luçon pour l'hommage solennel aux victimes. Le Premier ministre a rendu un bref hommage civil. Les obsèques de 3 personnes noyées durant la catastrophe ont été célébrées durant cette cérémonie. Leurs cercueils ont été portés par des gendarmes et des pompiers. L'heure des leçons à tirer de la catastrophe est venue, notamment la question de la responsabilité des maires qui ont accordé des permis de construire dans des zones inondables. Certains d'ailleurs pourraient faire l'objet de poursuites pénales. Raphaël Pellegrino. C'est l'État au travers du plan de prévention des risques qui évalue les dangers et menaces qui pèseraient sur la population. Dans les communes les plus touchées en Vendée, ce plan existait, mis en place depuis 2008. Comme on le voit sur cette carte, un certain nombre d'habitations étaient en zone inondable. Notamment parce que la sécurité civile ne considère plus dorénavant les digues comme un élément de protection suffisant. Et pour cause. Les maires sont tenus de respecter les recommandations de l'État, mais ils veulent rester indépendants, maîtres de leurs décisions. Nous revendiquons, nous les maires, notre liberté pour gérer nos communes. Par contre, la liberté va avec la responsabilité. Donc il faut que les maires soient responsables. Mais pour être responsables pleinement, il faut qu'ils soient accompagnés. Le rôle de ces plans de protection des risques contre les risques naturels est essentiel. Le maire, il ne peut pas lui-même savoir les risques encourus par telle ou telle zone. Donc hier inondable, aujourd'hui qui ne l'est plus. Pour Brice Hortefeux, 3 points sont à l'ordre du jour. Il y a les plans de prévention des risques naturels, ne pas hésiter à déférer les permis de construire lorsque ceux-ci peuvent paraître dangereux. Et troisième élément est réaliser un plan pluriannuel de consolidation et d'amélioration des digues. 5000 plans de prévention des risques sont manquants en France et nécessaires pour permettre aux maires de prendre les bonnes décisions. À Fautes-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer, les plans existaient. Le préfet de Vendée, Jean-Jacques Brotte, avait imposé une application anticipée de ce plan pour éviter une urbanisation excessive. Reste à savoir si sur place, toutes les parties ont respecté les règles et les usages.
2 700 000 demandeurs d'emploi fin 2009. Selon l'INSEE, le chômage toujours à la hausse atteint un niveau jamais atteint depuis 10 ans. Un taux de 9,6% en métropole, 10% avec l'outre-mer. Ce niveau massif devrait encore augmenter au moins jusqu'en juin. Le chef de l'État attaque une nouvelle fois Renault et Peugeot Citroën qui fabriquent des voitures à l'étranger et qui sont ensuite vendues en France. Une charge réitérée aujourd'hui lors de son discours de Marignane consacré à l'industrialisation de la France. On écoute le chef de l'État. Je n'accepte pas, je veux le dire parce que c'est ce que je pense au plus profond de moi, que le grand groupe privé automobile français PSA ait les 2/3 de ses effectifs en France et que l'autre constructeur automobile ait seulement 1/3 de ses effectifs en France, alors que l'État est propriétaire à 15%. Que l'on me comprenne bien, qu'on aille créer des usines à l'extérieur, ça me va très bien pour gagner des parts de marché. Mais qu'on aille fabriquer des voitures à l'extérieur pour les ramener en France, ça fait de la pollution, par ailleurs, et je ne l'accepte pas. Sinon, pourquoi l'État a mis 6 milliards d'euros pour aider la filière automobile française ? Et le chef de l'État de détailler un plan pour augmenter la production industrielle de 25%. Parmi les mesures annoncées, la levée de capitaux via un nouveau produit d'épargne spécifique, de nouveaux prêts et une prime à la relocalisation. Déjà, certaines entreprises ont fait le choix de revenir en France, 1 sur 10. L'exemple de ce fabricant de bureaux implanté en Picardie, Fabrice Cunet et Béatrice Debu. Retour en France pour ces meubles de bureau. Longtemps produits à Canton, en Chine, ils sont aujourd'hui fabriqués en Picardie. Coût de transport trop élevé, délai et qualité aléatoires. Il y a 3 ans, cette entreprise décide de relocaliser ici, à Noyon. Il a fallu automatiser certaines lignes de montage et pour les salariés, accepter plus de flexibilité. Tout le monde s'est lancé dans ce projet-là parce qu'il fallait du positif, il fallait qu'on y arrive, c'était notre bébé. Et on n'avait pas le choix. On est compétitif. Hein. Ah ouais. Pourquoi mettre tout ça en Chine? Je me le demande, qu'on peut le faire en France. Sur 10 entreprises qui ont délocalisé leur production, souvent en Chine ou en Europe de l'Est, seulement une a fait ensuite la démarche inverse. Et contrairement aux idées reçues, les bénéfices en termes d'emploi ne sont alors pas immédiats. Ça ne s'est pas traduit immédiatement par des recrutements, puisque le contexte dans l'entreprise était, avant ce rapatriement, du chômage partiel. En 2009, donc on va dire 3 ans après cette relocalisation, on a introduit une nouvelle activité d'assemblage de sièges qui, lui, a été générateur d'emplois. Le retour de sa production de Casia a donc eu un effet de dynamique. 29 emplois ont été créés. Au bord de la faillite, il y a 3 ans, l'entreprise a enregistré un résultat positif en 2009. De quoi motiver les candidats au retour. Les délocalisations représentent 10 à 20% des pertes d'emploi et plus de la moitié sont faites vers les pays émergents. Les explications dans un instant de Gilles Leblanc, le grand spécialiste de l'industrie, directeur du Centre d'économie industrielle de l'École des Mines. Ce soir, Martine Aubry réagit au discours de Marignane. Elle estime que le discours et l'agitation du chef de l'État ne font pas une politique industrielle. Mobilisation syndicale en Grèce au lendemain des nouvelles mesures d'austérité. Appel à la grève vendredi dans les transports et l'éducation nationale. Des députés allemands appellent la Grèce à vendre aujourd'hui des îles pour aider à financer sa dette. Et le quotidien populaire allemand Bild résume l'idée en ces termes. On vous donne du fric, vous nous donnez Corfou. La mort de Jacques Marseille à l'âge de 64 ans, historien, auteur de nombreux essais vantant le libéralisme. Il était un chroniqueur régulier dans de nombreux médias, notamment Le Point. Il adorait prendre le contre-pied de bien des idées reçues et prenait part volontiers à des joutes en militant d'un État moins dépensier. La suite du 18h, séquence décodage, le président Fillon, une du Point cette semaine qui fait beaucoup parler. François Fillon, l'éternel second, accéderait-il bientôt à la première marche du podium? L'hypothèse paraissait farfelue il y a quelques mois, mais la popularité du Premier ministre est au beau fixe. Selon l'hebdomadaire Le Point, il est même bien placé dans la course au présidentiel de 2012, en l'absence toutefois de Nicolas Sarkozy. Ainsi, François Fillon se place devant Alain Juppé, devant Dominique de Villepin ou encore Jean-François Copé pour les sympathisants de droite. Et pour l'ensemble des Français, il distance largement Martine Aubry et surtout Ségolène Royal, même s'il se laisse surpasser par DSK qui plane dans les sondages. Ces 2 dernières années, François Fillon s'est montré patient, discret, stoïque, certains disaient transparent. Mais il a dernièrement acquis une stature de présidentiable. Lors du congrès des maires de France, lorsqu'il a su calmer la colère des élus locaux, lors du discours de clôture du sulfureux débat
sur l'identité nationale, mais surtout avec son hommage à Philippe Séguin, où sa sincérité a bouleversé les foules. Bien sûr, difficile de prévoir ce qui pourrait se passer dans 2 ans, mais tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà, après cette présentation de cette couverture du Point et de ce sondage par Tram Nuit, nous accueillons Dominique de Montvalon. Bonsoir Dominique. Bonsoir Michel. On peut dire d'abord que ça n'est pas une de presse qui va peut-être favoriser les relations entre le chef de l'État et son Premier ministre. On peut être sûr que c'est une qui n'a été inspirée ni par l'Élysée ni par Matignon, parce qu'effectivement ça va introduire un tout petit peu de tension, mais dès aujourd'hui... François Fillon a clairement fait comprendre qu'il était à l'origine de rien et qu'il n'appréciait pas ce genre de supputation médiatique. Est-ce que vous estimez, comme un certain nombre d'élus de l'UMP qui s'expriment d'ailleurs dans cet article du Point, que François Fillon se présidentialise ? Ne brûlons pas les étapes. S'il doit y avoir des étapes, on verra. Ce qui est sûr, si on se rappelle la situation qui prévalait pour François Fillon il y a seulement 18 mois, voire même 1 an, c'est à l'époque la question c'était quand va-t-il partir et qui serait le meilleur pour le remplacer à Matignon. Il a de ce point de vue-là conforté considérablement son image. Il a des traits humains et politiques qui sont aujourd'hui perçus par les Français, qui font d'ailleurs avec Sarkozy, avec Nicolas Sarkozy, puisqu'ils font tandem, qui font une forme de complémentarité qui les sert tous les deux. Le deuxième élément que l'on peut dire, c'est que la volonté de Nicolas Sarkozy, par tempérament et par choix, quand il était candidat à l'Élysée, d'être en première ligne, fait que d'une certaine manière, il y a un renversement institutionnel. C'est lui qui fait aussi le job de Premier ministre. C'est lui, d'une certaine manière, qui fait le job de Premier ministre, et c'est lui qui sert un peu de bouclier, c'est lui qui prend les effets de la crise en première ligne. Non pas que François Fillon se désolidarise ou n'assume pas, mais il est quelque part un tout petit peu protégé. Donc il y a une image très forte. Bon, alors maintenant, nos confrères et amis du Point ont fait un joli coup médiatique. Ils ont surfé sur cette vague montante de Fillon. Jamais un sondage n'a fait un président, sinon ça se saurait. On aurait eu d'autres présidents, peut-être parfois à l'Élysée dans le temps. Jamais un sondage n'a fait un président. Et on n'est pas encore, en plus, dans l'hypothèse. Vous voyez, on parle de 2017, mais on n'est pas encore dans l'hypothèse où Nicolas Sarkozy ne serait pas candidat à un second mandat. Mais on dit, Dominique de Montvalon, que tout nouvel arrivant à Matignon songe immédiatement à l'Élysée. Est-ce que c'est crédible pour François Fillon, qui effectivement avait dit jamais je n'irai si Nicolas Sarkozy se présente et s'il ne se représentait pas, comme le dit la rumeur? Alors attendez, il a dit, François Fillon a dit et a répété, jamais je ne serai candidat si Nicolas Sarkozy est candidat à un second mandat. Ça, je crois que de ce point de vue-là, il n'y a aucun espèce de doute. Oui, mais après le Alors maintenant, vous avez employé le mot, Michel, le mot absolument adéquat. La rumeur, une rumeur chasse l'autre. La rumeur actuelle, et si Nicolas Sarkozy n'était pas candidat à un second mandat. Alors s'il n'est pas candidat à un second mandat, les proches du chef de l'État évoquent cette hypothèse. Toutes les cartes sont rebattues si cette hypothèse se trouve vérifier. On n'en est pas là. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il s'agit là d'une façon, à la façon un peu de Mitterrand il y a quelques années, de dire c'est pas du tout cuit. Il fait dire Nicolas Sarkozy, c'est pas du tout cuit. On verra. Très bien, on verra. En tous les cas, le François Fillon a réagi aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Vous l'avez mentionné, Dominique. Il a dit que le Point, d'une certaine manière, lui envoyait une carte d'anniversaire avec cette couverture. Ça n'est pas le cas des internautes du nouvelobs.com, notre partenaire, puisque la question leur a été posée. Et voici la réponse. François Fillon ferait-il un bon président? Non, à 75%. Avec nous également Emmanuel Kessler. Bonsoir. Vous avez croisé le chef du gouvernement au Salon de l'Agriculture aujourd'hui, mais je le disais, c'est surtout Nicolas Sarkozy, puisque le Premier ministre là n'a pas fait d'annonce, et ce sont les annonces du président qui sont attendues pour samedi. Vous avez déjà des indiscrétions? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une opération déminage de l'Élysée, parce que vous vous souvenez que les agriculteurs n'étaient pas du tout contents de la façon dont les choses se sont passées. Traditionnellement, c'est le président qui vient inaugurer le salon. Là, il n'est pas venu en pleine crise agricole. Ça a fait très mauvaise
vrais effets. Même Jean-Michel Lemétayer s'en est ému. Il l'a rencontré d'ailleurs. Alors, il l'a rencontré. C'est justement l'opération à double temps qui a été menée par l'Élysée. 1 heure de dialogue hier entre le chef de l'État et le président de la FNSEA. Et puis ce matin, longue période, long moment passé par François Fillon sur l'espace de la FNSEA pour dialoguer avec les responsables des syndicats agricoles et anticiper un peu, sans le dire publiquement, il est resté très discret sur les annonces de Nicolas Sarkozy. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, des annonces, on peut dire qu'en gros, il y aura un plan en 3 volets. D'abord, l'urgence, c'est la baisse du revenu agricole, 50% en 2 ans, moins 50% en 2 ans. Donc, il y a quelques mois, il y avait déjà eu des aides qui avaient été annoncées pour la trésorerie des agriculteurs. 1,6 milliard. Voilà, il va être renforcé. Oui, il y aura, et notamment pour aider les agriculteurs à passer un cap très difficile en ce moment sur leur trésorerie et quand ils ont eu des prêts sur leurs investissements. Le deuxième aspect important, ça va être de mettre en avant ce qui va être discuté d'ailleurs au Sénat d'ici à la fin de la session parlementaire, la loi de modernisation agricole, avec un coup de pouce, des coups de pouce. Là, c'est plus des questions d'organisation pour que les agriculteurs se regroupent, qu'ils se mettent en filière pour mieux s'exporter, pour mieux se défendre à l'international et aussi avoir des instruments pour se protéger contre les variations de cours. Et puis, un troisième élément, c'est le plus décisif, c'est la politique européenne en matière agricole. La PAC, la politique agricole commune, va être complètement remise à plat en 2013. Et là, d'après Jean-Michel Lemétayer, il y aura un engagement très fort du chef de l'État pour défendre une position française en faveur d'un maintien d'un volume de la PAC suffisant, parce qu'il y a des pays qui voudraient la diminuer pour consacrer cet argent européen à autre chose, et puis vraiment le répartir en fonction des besoins des agriculteurs pour les soutenir sur des productions où eux, ils doivent, face à la concurrence étrangère, supporter par exemple des coûts pour protéger l'environnement que ne supportent pas les Brésiliens qui envoient ensuite leurs produits en Europe. Alors, vous allez donc passer votre journée aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, lieu de passage de tous les candidats, bien sûr, au régional, de tous les leaders politiques. Les Échos s'amusaient ce matin avec un éditorial titré « La ferme des célébrités ». Qu'est-ce que vous avez croisé aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on a donc croisé évidemment François Fillon. Je vous le disais, presque au même moment. J'ai même l'impression qu'ils ont pu à un moment échanger un petit mot. François Hollande, le premier secrétaire du Parti socialiste. Voilà, c'était les visites les plus médiatisées de la journée. On sentait que les dirigeants agricoles qui les reçoivent, bon, ils sont flattés, ils sont contents. Ils commencent à être un petit peu fatigués de toute cette semaine, d'autant que c'est pas fini. Demain, Jacques Chirac, mais ça c'est un incontournable, c'est inévitable. Et puis donc samedi, Nicolas Sarkozy. Alors on a demandé à Jean-Michel Lemétayer, le président de la FNSEA, comment il vit cette semaine où les agriculteurs sont particulièrement courtisés. Est importante, mais à condition qu'il y ait des lendemains. Ah, alors il nous a parlé un peu plus longuement, oui, mais là nous j'ai avons l'impression que c'est la fin de ce que devait dire Jean-Michel Lemétayer qu'on entend et pas le début. Ça s'appelle un bug, ça arrive sur toutes les chaînes. Donc voilà, en gros ce que dit Jean-Michel Lemétayer, il dit nous on est content de les voir. Il y en a un peu plus cette année parce que c'est les régionales. Il y a beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de bons engagements. Il faut voir si tout ça va être suivi d'effet. Autre rencontre, allez-y. Alors, autre rencontre, il y a une autre dominante dans ce salon quand même, c'est l'actualité s'invite toujours. Et là, c'était la tempête cette année. Donc, visiblement, les départements et les régions marquées, la Vendée notamment. On est allé voir le président de la Chambre d'agriculture du département de la Vendée, qui fait le premier bilan très concret des dégâts pour son département. Joël Limousin, on l'écoute. Globalement, il y a 155 agriculteurs concernés par le sinistre, de façon plus ou moins importante. Mais les 40 exploitations aujourd'hui, ça fait l'équivalent d'environ 1000 animaux qui sont morts par des noyades, notamment des moutons en particulier, certaines chèvres, mais aussi des veaux. Nous avons pu sauver des bovins en particulier qui ont pu être rassemblés dans d'autres exploitations dimanche, toute la journée, ainsi que lundi, parce que véritablement, on était jusqu'à du 1,50 m, voire 1,92 m. C'était grand temps pour les sauver. Et nous avons également 6 à 7 000 hectares recouverts d'eau salée, à l'heure où je vous parle aujourd'hui jeudi, d'eau salée sur toutes ces terres-là, et à un risque sur à peu près 14 000 hectares. Alors justement, comment ça va se passer demain? Comment est-ce que vous allez essayer de redémarrer l'activité agricole et l'élevage? Aujourd'hui, la priorité, c'est de faire partir l'eau de ces terres et des bâtiments. Ça, c'est la première priorité. Ensuite, tous les animaux qui sont partis dans d'autres exploitations, ça va être de faire des approvisionnements de fourrage, et la solidarité commence à s'exprimer. Nous recensons des offres de fourrage, du foin, de la paille, de l'ensilage, de la pulpe, etc.,
Donc l'élan de solidarité est parti. Maintenant, il faut canaliser tout cela pour nourrir tous ces animaux. Et dès que l'eau sera repartie, notre ambition, c'est de permettre aux éleveurs de retrouver des animaux le plus vite possible pour mettre dans leur bâtiment, pour devenir le plus vite possible productifs, bien évidemment, parce que psychologiquement, les agriculteurs ont besoin de cela. Alors, il y a, Emmanuel, vous l'avez constaté, il y a quand même des secteurs qui se portent mieux que d'autres, presque bien, notamment le bio. Voilà, en tout cas, c'est un secteur en vogue, en plein essor. Le problème, c'est que les agriculteurs français ne produisent pas assez de bio. Donc on est obligé d'en importer, alors que la demande du consommateur, elle, progresse fortement. Alors il y a un département qui s'affiche en tête comme premier département bio de France, qui a fait des efforts tout particuliers, c'est la Drôme. Et à sa tête, un président de conseil général qui est aussi un sénateur socialiste, Didier Guillaume. On a essayé de lui demander comment ça se fait, comment il a fait pour organiser comme cela la filière agricole de la Drôme comme premier département bio de France. 11% de la surface agricole utile est cultivée en bio. C'est 2600 agriculteurs, c'est 280 exploitations, c'est 5500 hectares. Et c'est surtout la volonté de diffuser l'agriculture biologique au-delà de sa propre sphère, et faire en sorte que les agriculteurs conventionnels travaillent le mieux possible. Aujourd'hui, je ne connais pas un agriculteur qui met beaucoup d'intrants, qui veut polluer, c'est fini cette image. Mais il faut aller plus loin. Et notamment quand nous organisons un salon des techniques du bio, nous voulons aussi adapter les techniques de l'agriculture biologique à l'agriculture conventionnelle. Qu'est-ce qui a fait que la Drôme a pris de l'avance dans le terrain du bio? Je pense qu'il y a deux niveaux. D'abord historique, mai 68, beaucoup de Parisiens ou d'autres qui sont allés vivre en communauté dans la Drôme et dans l'Ardèche. Et dans la Drôme, notamment, le bio est parti de là. Ensuite, par une volonté politique, s'appuyer sur ce qui existait et aller plus loin. Le département finance et aide à la conversion des agriculteurs conventionnels en direction du bio. Le département finance l'achat de matériel biologique. Nous travaillons avec la Chambre d'agriculture qui a axé son travail sur le bio. Donc une volonté politique, une situation locale historique et le fait de se dire que dans cette période agricole depuis une dizaine d'années où les paysans ont du mal à joindre les deux bouts et à gagner de l'argent, alors le bio est une niche qui leur permet de mieux valoriser leur travail et d'avoir des revenus un peu plus décents qu'ils ne sont aujourd'hui. Voilà, donc la Drôme où on produit notamment une excellente confiture bio. Ouais, et vous l'avez entendu, hein, le bio c'est un peu l'héritage de mai 68, comme quoi il ne faut pas tout liquider dans l'héritage de mai 68. Merci Emmanuel. La suite du 18h, 3 questions à Gilles Leblanc, directeur du Centre d'économie industrielle de l'École des Mines, pour commenter les annonces de Nicolas Sarkozy aujourd'hui à Marignane. Bonsoir Gilles Leblanc. Bonsoir. Peut-être on a envie de vous demander un mot sur l'économiste Jacques Marseille qui est décédé aujourd'hui et qui avait avant tout, peut-être sans doute comme vous, la passion d'enseigner. Oui, absolument. J'étais pas très proche de Jacques Marseille et on s'est affronté sur un certain nombre de sujets, mais il avait deux grandes qualités. Je pense d'une part, il n'hésitait pas à remettre en cause beaucoup de tabous et d'idées reçues dans notre opinion. Et par ailleurs, il essayait d'adosser ses raisonnements à des chiffres et de les faire partager et de travailler ces chiffres, que ce soit avec des élèves ou dans le cadre de l'opinion. Voilà, alors on compte sur vous là tout de suite pour éventuellement tordre le cou à certaines idées reçues concernant la désindustrialisation de la France, puisque c'est le grand sujet qu'a abordé aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Il veut que la production industrielle augmente de 25% d'ici 2015. Il s'agirait donc d'inverser une tendance lourde et très nocive pour l'emploi, puisqu'on le rappelle, un demi-million d'emplois ont été perdus depuis 2000. Est-ce qu'on peut ainsi décréter pareil objectif industriel ? La formulation fait un peu gosse-plan, donc elle pourrait être critiquée en soi. Je pense que plus sérieusement, le problème, c'est bien sûr qu'est-ce qu'on fait de cette augmentation de la production. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps en fait, entre 1996 et 2002, notre production a augmenté de 25%. Et pourtant, dans l'intervalle, on a continué de perdre des emplois, notre solde commercial s'est dégradé et le mouvement de désindustrialisation qu'on a bien connu a continué d'opérer. Donc ce qui compte, c'est moins la quantité sans doute que la qualité. C'est-à-dire arriver à faire en sorte que ces 25% de production, donc de volume de biens produits en plus, se traduisent par plus que 25% de valeur ajoutée en plus et donc des emplois qui pourraient être
conserver et freiner le mouvement de délocalisation. Donc c'est moins la quantité qui compte que la qualité des fabrications industrielles. Et là, l'État peut donc jouer son rôle également en orientant la production? L'État peut inciter à répondre et à résoudre un certain nombre de problèmes structurels qui sont présents dans l'économie, dont une partie ont été cités par le président de la République et une partie un petit peu passée sous silence. L'une d'entre elles, c'est les problèmes de financement. Il a beaucoup parlé des problèmes de financement. Oui. Problème de financement de la croissance des PME, problème de financement des investissements, de la R&D. C'était beaucoup centré là-dessus. La recherche et le développement. La recherche et le développement. À nouveau, en matière de recherche et développement, il faut être adapté aux réalités du moment. Il ne s'agit pas uniquement d'affaires technologiques ou d'affaires de Concorde. Apple a réussi avec une innovation qui est techniquement très très peu compliquée, mais qui par contre consiste en de l'ergonomie et des services. Donc il ne faut pas se tromper. À nouveau, c'est pas que du quantitatif. Vous avez écouté le chef de l'État. Est-ce que vous voyez dans son plan des pistes pour enrayer le déclin? Le plan propose un certain nombre de mesures intéressantes. Qui vont dans le bon sens. Qui vont dans le bon sens. Moi, ce qui me manque, en fait, c'est plus une parole d'ensemble qui, non seulement, pas simplement des mesures, mais une parole qui consisterait à redonner un certain crédit à l'industrie et des perspectives à l'industrie pour attirer les jeunes. Il y a une phrase dans le discours sur il faut que nous devons redonner la passion de l'industrie aux jeunes. C'est très clair, mais pour redonner cette passion, il faudrait être capable d'expliquer un avenir, de dessiner un avenir pour l'industrie et de montrer comment tous peuvent y contribuer. Alors, pour conclure, peut-être une idée reçue sur les délocalisations, puisque des chiffres ont été publiés aujourd'hui, on s'aperçoit que 10 à 20% des pertes d'emploi donc dans l'industrie relèvent des délocalisations, donc 10 à 20%, ça n'est pas un chiffre si considérable que ça, et plus de la moitié de ces disparitions, de ces pertes d'emploi se sont faites vers des pays développés, bien des pays développés. Hein. Oui, alors le second point est très important à retenir. Le premier point, ça va être discuté sans fin sur ces pourcentages. Oui. Il y a clairement un mouvement de délocalisation. Oui. C'est clairement pas le facteur principal de destructeur d'emplois qui reste la mécanisation du travail dans l'industrie, ça reste ça de façon dominante. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, parce qu'on a été obsédé par la Chine pendant des mois et des années, c'est que beaucoup de délocalisations se tournent vers des concurrents directs qui souffrent des mêmes handicaps que nous. Coût du travail élevé, charges sociales, fiscalité, donc parité pas favorable, parité de la monnaie pas favorable. Et ça, c'est évidemment très inquiétant parce que ça ne porte pas uniquement sur des emplois industriels dans des usines, mais ça porte aussi sur des emplois de recherche et développement, d'ingénieurs de conception. Et le départ de capacité de conception de nos territoires fait peser là pour le coup une menace effectivement très grave sur notre industrie. Quand on regarde les chiffres également, les pays émergents deviennent quand même une menace de plus en plus forte. Hein. De plus en plus forte. Elle est faible, mais elle croît rapidement. Mais il faut savoir lutter avec d'égal à égal, j'ai envie de dire, avec les autres grands pays toujours industrialisés. Merci beaucoup pour ces explications. Ce reportage, justement, maintenant à Saint-Nazaire, au lieu de la construction navale. Flora Sauvage nous présente cet enjeu qui dépasse les élections régionales en Pays de la Loire. L'annonce a fait l'effet d'une bouffée d'oxygène, mais l'avenir des chantiers navals de Saint-Nazaire n'est pas réglé. Actionnaire à hauteur de 33% des chantiers de STX, l'État a annoncé l'achat par la Russie de 4 navires de guerre français. L'un d'entre eux au moins sera construit ici, alors même que la situation est très difficile. Il y a crise, les armateurs de croisière, soit pour des problèmes de financement, soit pour des problèmes d'attentisme, pour voir comment évolue leur marché, ont repoussé leur décision de commande. La commande d'un paquebot de 1700 cabines par l'armateur italien MSC arrive alors que le chantier a prévu 470 000 heures de chômage partiel et qu'un plan de départ volontaire de 351 personnes est proposé. Cette nouvelle commande, tant attendue, devrait fournir 5 à 6 mois de travail, mais ce ne sera pas suffisant pour remettre les chantiers à flot. Du coup, l'atmosphère chez les salariés et les sous-traitants est plutôt tendue, parce que tout le monde va partir, donc ils le savent, donc c'est assez tendu, quoi. Mais bon, après nous, on n'a pas lieu d'être toujours sur les chantiers, donc on n'a pas l'attention de voir, pas tout voir, quoi. Bon, ça a l'air assez tendu quand même. En tout cas, pour notre entreprise, il n'y aura plus rien à au chantier, je pense. Au-delà même des salariés de notre entreprise, il y a tout le bassin d'emploi qui est fortement impacté parce que les salariés de STX sont effectivement chez eux, certains quelques jours, certains de façon durable. Mais pour les salariés intérimaires et d'un certain nombre d'entreprises sous-traitantes, c'est bien pire. And this one. Yeah, okay. Après le MSC Magnifica livré la semaine dernière, les chantiers navals de STX doivent livrer en juin le Norwegian Epic. Il restera ensuite à livrer un navire pour la Marine nationale en mai 2011. Mais le carnet de commandes doit se remplir coûte que coûte. L'avenir des chantiers, il se fera dans la diversification. On voit le résultat,
on a subi des stratégies qui nous ont enfermés sur le créneau des paquebots. On voit le résultat aujourd'hui. On n'est plus dans la capacité de remplir les carnets de commandes. Donc, nous, on considère que il faut du paquebot, bien évidemment. Mais il y a des possibilités de faire quand même des porte-conteneurs, il y a des possibilités de faire des méthaniers, il y a des possibilités de faire des cars ferries. Je crois que c'est tout ça qu'il faut regarder. L'État a été appelé à la rescousse, mais l'avenir des chantiers de Saint-Nazaire n'est pas assuré sur le long terme. À suivre sur Public Sénat, Europe Hebdo et puis Parole du Monde. Bonsoir à tous. À l'occasion de la Journée de la Femme, Public Sénat vous propose de suivre lundi dès 11h30 le colloque présidé par la sénatrice Michèle André consacré au mariage forcé. À 14h, Jean-Philippe Lefebvre s'intéresse au traitement des violences conjugales dans la bande dessinée. Samedi à 22h, le documentaire Monsieur Neuwirth, tenez bon vous plongera dans le combat pour la légalisation de la contraception. Lundi à 11h30, suivez le colloque sur les mariages forcés. À 14h, Un monde de bulles. Et samedi à 22h, le documentaire Monsieur Neuwirth, tenez bon. La campagne des régionales continue sur Public Sénat. À cette occasion, Michel Grossian recevra les 2 têtes de liste en Ile-de-France. Jean-Paul Huchon, président sortant socialiste, et Valérie Pécresse, tête de liste UMP, seront sur le plateau de Face à nous. En partenariat avec 20 minutes, Face à nous, c'est mercredi à 18h30 en direct sur Public Sénat. Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo. Nous sommes ici, place du Luxembourg à Bruxelles, une place très animée qui se trouve à 2 pas du Parlement européen. Et au Parlement européen, 1 député sur 3 est une femme. On s'intéresse cette semaine à la parité politique. Reportage à Stockholm en Suède. Mais tout de suite, le tour de l'actualité européenne. Paris et Berlin au secours de la Grèce. Les 2 pays préparent en coulisses un vaste plan de sauvetage de plusieurs milliards d'euros. Il prendrait la forme de prêts bilatéraux accordés pour acheter ou garantir la dette d'Athènes. En attendant, la Commission européenne maintient la pression sur le gouvernement socialiste de George Papandreou. Bruxelles lui demande un nouveau tour de vis budgétaire pour réduire le déficit public abyssal. Conséquence de la crise en Grèce, l'euro baisse, contribuant à doper les exportations européennes. Alors que la colère monte dans les rues d'Athènes, les Grecs ont reçu un soutien inattendu pour surmonter